Merci Jean-Paul, c'est un vrai plaisir d'être ici et de présenter devant ce public nombreux les aspects vraiment passionnants de notre travail en biotechnologie et en découverte de médicaments innovateurs et le rôle fondamental de ce partenariat permanent entre l'université et l'entreprise biotechnologique, biopharmaceutique ou pharmaceutique. La découverte de médicaments, et puis en fait mon topo s'applique aussi bien à la recherche en matériaux innovateurs, biomatériaux, la recherche de vaccins, les applications techniques aussi. Mais ce qui est vraiment très très important, c'est qu'à tous les stades, depuis l'idée qui va mener à la recherche vers une application thérapeutique, jusqu'au développement préclinique et clinique, et jusqu'au développement clinique, puis la mise sur le marché, le rôle de l'université et le rôle du contact et de l'interaction entre université et entreprise est fondamental. Il s'agit un petit peu d'un match de rugby où l'équipe va se passer le ballon de l'un à l'autre à l'intérieur de la même équipe afin d'avancer. Au début du médicament, il y a un point de départ qui est une nouvelle idée qui va être une hypothèse, puisqu'au début de la recherche en médicaments innovateurs, on s'adresse très souvent à une cible nouvelle, une cible moléculaire nouvelle. Parfois, il s'agit de la démonstration d'une application nouvelle d'un système qui existait auparavant. Parfois, il va s'agir d'un nouveau concept, d'un nouvel outil thérapeutique, mais à chaque fois, on va prendre le risque dans la compagnie pharmaceutique de dire prenons ce concept et essayons d'en faire un médicament. La finalité étant celle passionnante d'essayer d'apporter quelque chose de nouveau au bénéfice des malades, en particulier dans des maladies avec besoins thérapeutiques importants. Mais ce qu'on peut émettre comme hypothèse, c'est que si on part d'une idée qui va par exemple être une cible moléculaire nouvelle, la probabilité est grande que si l'hypothèse est bonne et qu'on arrive à trouver une molécule qui va effectivement toucher et probablement inhiber cette approche innovatrice, le médicament va avoir un concept, va avoir des effets et un profil différent de ce qui existait auparavant et va apporter probablement quelque chose de supérieur et un vrai progrès thérapeutique. Ce qui est fondamental, c'est comme Jean-Paul vous l'a cité et vous l'a présenté auparavant dans l'un de ses cours, l'origine vient pratiquement toujours de l'université. Et j'aimerais illustrer cela par des exemples. Lorsque le point de départ est une nouvelle cible moléculaire, c'est une approche que nous prenons chez Actelion très souvent, il s'agit d'un système qui est décrit dans une publication fondatrice, et les exemples sont nombreux. Il peut s'agir d'une nouvelle protéine. L'endothéline a été décrite en 1988 dans un papier de Nature. Nous allons revenir à l'histoire de l'endothéline plus tard parce que j'aimerais à la fin de mon topo vous donner deux exemples du vécu dans le développement, la découverte puis le développement des premiers antagonistes de l'endothéline. Mais le point de départ, c'était un papier, deux papiers qui suggéraient l'existence d'une nouvelle protéine avec un rôle probablement néfaste, très important dans des maladies cardiovasculaires. Il peut s'agir aussi d'un nouveau système découvert, par exemple, quelque chose qui se fait énormément en ce moment, c'est la recherche du ligand naturel de récepteurs, en particulier de récepteurs liés aux protéines G, qui ont été découverts par le génome humain, mais dont on ne connaît pas encore le ligand naturel. Et donc des groupes se sont attelés, et des groupes universitaires en général, parfois avec le soutien financier de compagnies pharmaceutiques pour essayer d'aider à la recherche dans la compréhension de ces systèmes, mais il y a de nombreux exemples de récepteurs qu'on appelait orphelins, et qui pendant toute une période n'avaient pas encore
de ligands, de partenaires connus, et les groupes universitaires, en particulier pour la découverte de l'orexine et de l'urotensine, ont cherché à comprendre quel était le ligand en utilisant des extraits tissulaires, en utilisant des petites fractions de protéines, et sont allés de l'avant jusqu'à ce qu'ils comprennent quel était le ligand présent dans l'organisme humain en particulier, et qui était l'agent qui allait stimuler ces récepteurs qui étaient jusque-là orphelins. Il peut s'agir aussi le début d'une idée pour la découverte d'un médicament, de la notion d'un nouveau système d'attaque, d'un nouveau niveau d'attaque pour un principe thérapeutique qui était connu auparavant. Et là aussi, le rôle de l'université est fondamental. Dans la longue histoire des bloqueurs du système rénine-angiotensine, et ici nous avons dans la salle des experts particulièrement fondamentaux dans la découverte des différents aspects de ces systèmes, et dans le système rénine-angiotensine, les premiers médicaments qui ont découlé de cette compréhension ont été les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et les inhibiteurs des récepteurs à l'angiotensine 2. Mais les universitaires, depuis Goldblatt et depuis Page, il y a à peu près 50 ans, suggéraient que le niveau d'attaque préférentiel pour empêcher la formation de l'angiotensine, c'était de bloquer la rénine. La rénine étant l'enzyme princeps qui permet la formation de l'angiotensin 1 à partir d'angiotensinogènes. La rénine est libérée par quelques cellules seulement au niveau du rein, les cellules juxtaglomérulaires, un système extrêmement régulé. C'est une enzyme qui est limitante dans la formation d'angiotensin 1 puis de l'angiotensine 2, donc un rôle fondamental. Et ce travail universitaire, ainsi que tous les outils qui en découlaient, ont joué un rôle fondamental dans la première mise sur le marché d'un antagoniste, d'un inhibiteur de la rénine, et le travail que nous effectuons depuis des années pour essayer de trouver des molécules actives par voie orale et de très bonne biodisponibilité qui bloquent effectivement le système, probablement mieux que ne pourrait le faire un inhibiteur de l'enzyme de conversion d'angiotensine ou un inhibiteur des récepteurs à l'angiotensine 2. Il peut s'agir aussi de la description d'un rôle nouveau pour un récepteur ou un système ou une enzyme qui était connu déjà auparavant. Nous allons revenir tout à l'heure sur le cas de l'orexine, qui était décrite au départ comme étant une protéine jouant un rôle dans la régulation de l'appétit et qui est devenu, 1 an et demi plus tard, un produit qui était décrit par l'université comme jouant un rôle fondamental dans l'équilibre entre éveil et sommeil. Il peut s'agir aussi de médicaments qui sont déjà sur le marché, comme les bêta-bloqueurs qui étaient initialement prescrits dans l'hypertension artérielle et dont on s'est rendu compte plus tard, de par le travail de cliniciens et de chercheurs, qu'ils jouaient un rôle probablement important, et effectivement maintenant ils sont mis sur le marché aussi pour l'insuffisance cardiaque, une maladie avec un besoin thérapeutique aussi très fondamental, et la recherche universitaire permet de ce fait de continuer et de prendre le relais des premiers médicaments et de la première indication pour continuer à trouver de nouvelles applications de principes thérapeutiques déjà connus. La thalidomide, qui est tristement célèbre parce que dans les années 56, 57 à 60, elle a causé des problèmes de tératogénèse chez 12 000, 15 000 enfants nouveau-nés dramatiques. Elle était prescrite initialement comme un médicament sédatif, mais le nombre élevé des grossesses anormales a été dû au fait qu'on s'est rendu compte que ça pouvait marcher comme antiémétique. Et donc l'indication initiale, c'était empêcher les vomissements du premier trimestre de la grossesse. Et le travail de sûreté préclinique étant à ce moment-là quelque chose de très limité, malheureusement, très rapidement, parce que c'était un médicament qui marchait bien, il y a eu lieu de le retirer de le retirer complètement du marché, je crois, dans les années 60, 61, à la suite de tous ces accidents de tératogénèse. Mais ensuite, un médecin israélien s'est rendu compte que la thalidomide possédait en fait des effets immunostimulants et antiprolifératifs et anti-angiogéniques très importants, et que dans des maladies très graves, il pouvait probablement y avoir une place
pour la thalidomide, en prenant bien sûr des précautions extrêmes du point de vue du risque tératogénique, mais il s'agissait ici de maladies beaucoup plus graves. Et ce médecin a initialement traité lui-même quelques malades avec des manifestations cutanées de lèpre, des érythèmes noueux liés à la lèpre, et ensuite les entreprises pharmaceutiques, et Celgene en particulier, ont repris l'idée de le développer pour des cancers, en commençant par le myélome multiple, avec des efficacités très très intéressantes. La rapamycine, ensuite, qui était découvert et initialement utilisé et mis sur le marché vers 99 en étant un immunosuppresseur, dont on pensait que c'était un immunosuppresseur classique qui ressemblait le tacrolimus, le FK506. Et puis des chercheurs se sont rendus compte que la rapamycine, en fait, était très différent du tacrolimus, marchait comme le tacrolimus comme immunosuppresseur, mais avait d'autres actions en bloquant la croissance et la multiplication des phases cellulaires et en étant un agent apoptotique. Donc les applications du cancer de la rapamycine sont arrivées grâce à l'université et ont été reprises maintenant par Wyeth, Novartis, pour essayer d'en faire, au-delà d'un immunosuppresseur, un anticancéreux. De nouveaux concepts, parfois, sont à l'origine du développement de médicaments très importants, et l'idée, à nouveau, vient de l'université, qu'il s'agisse de l'exemple du Glivec, qui, au départ, a été développé grâce aux idées, à la découverte que le chromosome 22 avait un bras trop court, le chromosome Philadelphie, c'était une découverte de chercheurs de Philadelphie, que le chromosome 22 était anormal dans les leucémies myéloïdes chroniques. Puis les chercheurs se sont rendus compte que le chromosome, cette délétion et cette translocation sur un autre chromosome étaient liées à une anomalie d'une protéine de fusion BCL-ABL qui en fait joue un rôle de stimulation chronique de la tyrosine kinase. Donc l'idée d'appliquer le Glivec d'abord dans la leucémie myéloïde chronique, puis dans des tumeurs solides comme le cancer de l'estomac, vient initialement de l'université, et des chercheurs, en particulier avec David Baltimore, ont communiqué cette information, et les entreprises pharmaceutiques, Novartis en particulier, sont partis dans la découverte, confirmée ensuite sur le plan efficacité thérapeutique, d'inhibiteurs de la tyrosine kinase. De nouveaux outils thérapeutiques peuvent provenir aussi de par leur idée de l'université, comme les small interfering RNA qui détruisent la transcription de l'ARN, les anticorps, les antisense qui empêchent l'expression des protéines. Tout ça au moment de la découverte du médicament. Au moment du projet de recherche, l'interaction entre université et biotechnologie ou biopharmaceutique est aussi fondamentale. La compagnie biopharmaceutique a en main les outils pour découvrir, à partir de cette idée, à partir de cette suggestion d'un nouveau projet, a en main tous les outils, mais très souvent ces outils proviennent de discussions et de travail de l'université. Les préparations de librairies de petites molécules peuvent provenir d'interactions avec les chimistes de l'université. La mise au point des tests de criblage, les enzymes, les idées, le concept de ces tests peut très souvent provenir d'interactions entre universités et entreprises. De même pour les aspects de chimie organique. Et ensuite, au moment où on va arriver aux premières molécules qui inhibent ou activent, mais très souvent inhibent, la cible moléculaire qu'on a déterminée au départ comme jouant peut-être un rôle, probablement un rôle dans des pathologies, lorsqu'on arrive aux premières molécules qui inhibent ce système, il va falloir confirmer l'hypothèse que effectivement le blocage du système endothéline ou que le blocage du système orexine a effectivement un profil qui va permettre peut-être la découverte d'un nouveau médicament. Et ensuite, cette confirmation de la validité du concept va être faite très souvent en partenariat entre universités et biopharmaceutiques. Il s'agit pour la compagnie d'accepter aussi, après la première publication sur ce produit, de donner cette molécule aux universités pour qu'elles puissent
participer et jouer un rôle complémentaire de la biopharmaceutique pour essayer de comprendre quelles sont les indications potentielles, quels sont les problèmes potentiels aussi dans cette molécule qui inhibe pour la première fois un nouveau système. Le choix de l'indication est fondamental. Lorsque nous avons travaillé sur l'endothéline, l'endothéline ayant été décrite comme le plus puissant vasoconstricteur connu, on émettait l'hypothèse que l'endothéline jouait probablement un rôle dans des maladies associées à de la vasoconstriction. Mais il fallait ensuite confirmer cette hypothèse et confirmer dans quelles indications associées à des vasoconstrictions le médicament qui bloquait les récepteurs à l'endothéline allait avoir les meilleures applications possibles. Le choix de l'indication est aidé par l'étude du rôle du système chez des patients, la mesure des concentrations plasmatiques, la recherche de l'expression dans des tissus vont être souvent entre les mains des cliniciens et vont permettre de savoir si ce système, si la protéine est augmentée dans cette pathologie. On va se poser la question de la congruence. Est-ce que les effets de l'endothéline, la vasoconstriction, la prolifération cellulaire, la fibrose, correspondent à la maladie qu'on peut vouloir traiter? Quelles sont les maladies qui sont associées à une vasoconstriction, à une fibrose? Et ensuite, on va observer dans des modèles animaux ou des modèles cellulaires, si les antagonistes, les premiers antagonistes qu'on a découverts, effectivement confirment ces hypothèses de départ et permettent de penser qu'on a peut-être en main un nouveau concept thérapeutique. Au niveau du développement préclinique aussi, il va y avoir une interaction entre les spécialistes de pharmacocinétique et de toxicologie et de chimie, entre ces spécialistes au niveau de la compagnie biopharmaceutique et l'université, afin d'arriver à la confirmation, au bout d'un an et demi, que la molécule qu'on a sélectionnée pour arriver au bout du compte chez l'homme est effectivement une molécule qui ne pose pas de problème important d'interaction médicamenteuse, qui ne pose pas de problème de toxicité exagérée, ou en tout cas, quels sont-ils, comment les juger et comment les contrôler. Au moment du développement clinique, l'interaction est fondamentale entre chercheurs pharmaceutiques et cliniciens. Les cliniciens à l'hôpital vont jouer un rôle à la fois de consultants et d'acteurs. Consultants pour aider à la définition de la population des malades qui devront être étudiés dans les études de phase 2 et de phase 3 pour prouver effectivement que le médicament apporte un bénéfice clinique au patient et connaître parfaitement son profil dans la réalisation du protocole de l'étude, et ils vont être des acteurs fondamentaux dans la définition des endpoints, de ce qu'on va définir comme étant important à juger, pour montrer au bout de la phase 3 que le médicament apporte par rapport au placebo un bénéfice clinique fondamental. J'aimerais maintenant venir à des exemples. L'exemple de l'endothéline en particulier. En août 1987, un premier papier a été publié par l'université de Denver au Colorado. Ce papier décrivait une nouvelle substance qui semblait être produite par des cellules endothéliales bovines et qui n'avait pas été décrite auparavant, mais ce que décrivait ce papier, c'est que cette substance causait une vasoconstriction très importante. Sur la base de ce papier, un groupe japonais et nous-mêmes, qui étions à ce moment-là à Roche, avons cherché à comprendre quelle était la nature de ce facteur qui semblait être un produit vasoconstricteur très puissant, mais effectivement quelque chose de nouveau. Nous avons commencé à mettre des cellules humaines en culture, des cellules endothéliales. Donc, comme vous le savez, les cellules endothéliales sont la couche la plus interne de la paroi vasculaire, en contact avec le sang, mais aussi en contact avec le tissu, donc capable de sentir tous les changements du sang pour les refléter au niveau de l'organisme entier. Et nous nous sommes rendus compte que les cellules endothéliales humaines, de même que ce qui était décrit dans le papier pour des cellules bovines, produisaient une vasoconstriction extrêmement importante et très 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 longue de durée d'action, plus impressionnante que pratiquement tout ce qui était connu auparavant. Et sur la base de cette observation, nous avons commencé à chercher à purifier ce qui allait s'appeler
l'endothéline humaine, mais qui à ce moment-là s'appelait, la description du premier papier, c'était Endothelium Derived Constricting Factor. Le groupe japonais de Masashi Yanagisawa à l'université de Tsukuba nous a battus dans la recherche de la nature, dans la description et la purification de ce nouveau facteur endothélial et a publié le 31 mars 88 la nature, la structure et le gène de ce puissant vasoconstricteur, le plus puissant vasoconstricteur jamais décrit, mais ils décrivaient la structure de la substance porcine et nous avons à ce moment-là continué à chercher, mais ils ont très rapidement ensuite décrit l'endothéline humaine et nous avons pu être les premiers à montrer que les cellules endothéliales humaines produisaient cette même substance, l'endothéline. Ce papier universitaire, pour nous qui étions dans l'entreprise pharmaceutique Hoffmann-La Roche, n'a fait que renforcer notre volonté de travailler sur ce peptide qui semblait être un si puissant vasoconstricteur. Et nous avons émis l'hypothèse qu'il jouait un rôle dans des maladies cardiovasculaires ou autres liées à une dysfonction endothéliale et qui pouvaient être expliquées par la production anormale de ce facteur vasoconstricteur très puissant. Donc nous sommes partis dans la recherche de molécules qui allaient bloquer son action. Et en même temps, nous avons essayé de comprendre quels étaient les autres effets de l'endothéline et quelles pouvaient être les applications thérapeutiques. Grâce à la découverte de molécules qui antagonisaient spécifiquement les récepteurs à l'endothéline, nous avons pu montrer dans un papier de Nature pour la première fois la révélation du rôle physiopathologique de l'endothéline en 1993. Et puis, grâce à un travail de chimie très très important, nous avons pu décrire et étudier comme outil des produits qui bloquaient soit l'un soit l'autre des deux récepteurs décrits par l'université, ETA et ETB. Et ceci nous a permis d'avancer beaucoup dans la compréhension du rôle de chacun des deux récepteurs à l'endothéline. À l'heure actuelle, 3 de ces molécules sont soit enregistrées pour le traitement d'une première maladie, l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est le cas du bosentan, et indiquées maintenant ou recommandées pour la prévention des ulcères digitaux chez les patients avec sclérodermie, soit en développement clinique en phase 3 actuellement, le tezosentan et le clazosentan. Le rôle des expérimentations animales pour confirmer le potentiel, pour juger si le médicament a effectivement un rôle dans des maladies avant d'aller chez l'homme est fondamental. Et ici, nous avions donné le bosentan en tant que molécule de recherche à plus de 800 groupes universitaires afin de nous aider à connaître le profil de ce produit, ses avantages, ses inconvénients, dans quel modèle il allait marcher, dans quel modèle il ne pourrait pas marcher. Et ici, je voulais juste vous montrer un exemple du partage des responsabilités et des découvertes que nous avons pu faire chez Hoffmann-La Roche et que l'université a pu faire. À Hoffmann-La Roche, nous avons montré que l'endothéline et le bosentan jouaient un rôle peut-être dans la migraine, en particulier dans les mécanismes d'inflammation neurogène. Dans ces modèles chez le rat, le bosentan empêchait complètement l'inflammation neurogène, qui était une des hypothèses de la cause des crises de migraine. Nous avons montré aussi l'efficacité du bosentan dans l'insuffisance cardiaque, dans l'insuffisance rénale aiguë et dans le vasospasme qui suit des hémorragies méningées. Les groupes universitaires, de leur côté, ont pu montrer l'efficacité du bosentan grâce à la mise à disposition de cette molécule dans l'hypertension pulmonaire chronique, dans la fibrose pulmonaire et d'autres processus de fibrose, et en bas à droite, dans le mélanome, parce que l'endothéline et l'ETB récepteurs en particulier jouent un rôle très important dans la physiologie et la pathologie des cellules, des mélanocytes cutanés. Et en pathologie, dans les mélanomes, le bosentan était capable, in vitro, dans des systèmes cellulaires, d'inhiber la prolifération des cellules mélanocytaires. Donc tout ça a orienté les choix que nous avons pu faire pour savoir dans quelles indications développer le bosentan. On ne réussit pas à tous les coups, le risque est grand puisqu'on part sur des hypothèses et on avance avec les données. Le bosentan n'a pas montré d'efficacité dans la crise de migraine dans une étude clinique, suggérant que l'inflammation neurogène ne joue pas un rôle fondamental. Par contre, il a montré une efficacité très importante dans le traitement des symptômes et la prévention de la progression de la maladie dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Et il est en cours d'étude en phase 3 dans la fibrose pulmonaire idiopathique et en phase 2 dans le mélanome malin.
Le tezozentane est en phase 3 dans la prévention de l'hypertension pulmonaire après chirurgie et circulation extracorporelle, et le clazozentane dans la prévention du vasospasme après hémorragie méningée. Une autre toute petite illustration, mais je vais finir très rapidement. L'orexine, qui avait été décrite initialement comme régulant l'appétit, nous avait intéressé comme projet parce qu'elle n'était fabriquée que par à peu près 1000 cellules dans le cerveau humain, dans le thalamus, dans l'hypothalamus latéral. Et nous avons commencé à travailler sur ce système. Mais c'est l'université qui a montré, 1 an et demi après la première description, qu'en fait l'orexine était une hormone du réveil, un peptide du réveil, et nous avons pu vérifier ensuite que effectivement nos premières molécules jouaient un rôle d'induction du sommeil, avec un sommeil beaucoup plus physiologique que celui permis jusqu'alors par les autres médicaments disponibles pour le traitement du sommeil, avec une augmentation non seulement du sommeil habituel non-REM, mais aussi du sommeil paradoxal pour la première fois. Ce que nous avons publié dans Nature Medicine, et le produit est maintenant en phase 2 avec une confirmation de son efficacité dans le traitement de l'insomnie primaire. Voilà, donc les interactions sont multiples, le partenariat est fondamental, c'est dirigé par le pragmatisme et par la passion d'essayer de découvrir des nouveaux médicaments. Pour l'université, je crois que c'est passionnant de savoir que les découvertes fondamentales et la découverte d'outils va permettre peut-être des applications industrielles. Et pour l'industrie, c'est quelque chose d'absolument passionnant de pouvoir travailler en partenariat avec l'université et garder cet esprit de projet innovateur de découverte pour essayer de trouver des nouveaux médicaments. Je vous remercie.